C'est avec empressement, gaieté de cœur et enthousiasme que nous répondons présents à ce rendez-vous quotidien. Bienvenue, très chers téléspectateurs. Au sommaire de ce numéro, eh bien, vous aurez le témoignage d'un visage connu de la musique ivoirienne. Et en seconde partie, nous répondrons à vos questions relatives au Covid-19. Prenez tout simplement place parce que c'est midi démarre tout de suite et maintenant. Et voilà, je suis avec la team de ce mercredi qui se signale. Mais c'est con. Aïe, Guigui. Hein? Je vois le sourire, je vois la beauté, je sens que ça va quoi. Ça va. Ça va, tout va bien. Hein? Rien à dire, rien à signaler. RS. Et du côté gauche? Ça va bien. Ça va bien. Très Même bien. si ça va pas, ça va. Ça va. Tant qu'on a la vie, c'est l'essentiel. C'est le plus important, n'est-ce pas? Dr Philo ne dirait pas le contraire. Oui, hein. moi, j'ai pas de problème. Ça va. Surtout Moi, il n'y a avec pas à cette faire robe. l'idée si ça va pas. Voilà. Moi, je me mets à l'aise, je vis et puis, ben voilà. Et Tout puis, à fait. j'essaie de faire comme vous un peu, mettre en robe un peu. C'est chic quand même. Hein. Franchement. C'est chic, c'est. Alors, Dr Philo, si Oui. je vous demande par exemple, pour vous, que représente le souvenir? Le souvenir, c'est. Je veux dire que pour moi, c'est mon existence en quelque sorte. Parce que moi, je me base sur mon souvenir pour poser les actes à venir. Voilà. En même temps, philosophiquement parlant, quand on parle de souvenir, c'est tout ce qui sous-entend l'avenir. D'accord. Voilà. Tout ce qui sous-entend l'avenir, c'est pourquoi on parle de souvenir. Donc, tout ce qui est passé, qui nous a marqué, voilà ce qui est notre. Voilà, Ouais. voilà. Et il faut retenir que le souvenir n'est pas forcément tout ce qui est agréable. Voilà, même si c'est désagréable, c'est aussi le Docteur souvenir. Philo. Et Cassandra, vous voudrez ajouter quelque chose? Vous faites semblant de laver maintenant. T'as appris plein de choses, voilà. Je Merci retiens que beaucoup. le positif. Ouais. Bon souvenir, c'est la Marie-Paul, les souvenirs. Bah, ça, je reviens à la même chose, c'est des éléments marquants de notre vie, ça peut être positif comme négatif. Une chose est sûre, c'est qu'on s'en sert pour évoluer, pour devenir meilleur, tout simplement. N'est-ce pas? Tout à fait. Alors, cela m'envoie vous dire, très chers téléspectateurs, que le souvenir n'est pas juste qu'un retour du passé, mais le souvenir, c'est aussi notre identité. Ouais. Et c'est quelque chose qui peut influencer non seulement notre présent, mais aussi notre futur. Tout à On fait. en parle aujourd'hui dans le témoignage de Maté Keïta et le thème est ainsi libellé. Maté Keïta de l'ensemble Côté Bas à ma carrière solo. Que de souvenirs. Maté Keïta s'apprête à venir et la condition sine qua non pour faire partie de cette équipe, pour s'asseoir sur le plateau de ce midi, c'est de bien se laver les mains. En attendant de la recevoir, découvrons ensemble son portrait. Aujourd'hui, C'est Midi reçoit une artiste au parcours exceptionnel. Avec des origines ivoiriennes, maliennes et guinéennes, Maté Keïta est une artiste musicienne, chorégraphe, comédienne et actrice de cinéma. Formée par Feu Souleymane Coly, elle vient à la musique par amour et apprend tout sur le tas. Artiste accomplie sur le plan musical, Maté Keïta a été de toutes les aventures de l'ensemble Côté Bas d'Abidjan depuis qu'elle a intégré toute jeune cette compagnie africaine en 1981. Aujourd'hui, elle fait carrière solo et garde un très bon souvenir de cette époque. Rencontre avec Maté Keïta dans un instant sur le plateau de C'est Midi. Merci beaucoup Marie-Ange et bien pour le texte et la voix Nafi Touré. Maté Keïta, on n'attend plus que vous sur le plateau de C'est Midi. Allez, c'est intéressant ça. Maté Keïta, Maté Keïta, Thérèse, je rappelle qu'elle est artiste musicienne, auteure d'un album Jiggy. Maté, on est content de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi. On y est barala, on est en train de travailler comme ça. Ouais. Tout à fait. On y est barala, on te va y est barala, la lolo, Exactement. y est barala. Donc il est banal, la lolo, il est banal. Comédie la lolo. Jade Lucini baralema, Sonia Anya barala. Ouais, nous sommes en train de reconstituer le groupe, sinon les go du Côté Bas sur le plateau de C'est Midi. Je rappelle donc le thème Maté Keïta de l'ensemble Côté Bas à ma carrière solo. Que de souvenirs. Ouais. Qu'en pense Dr Philo? Oui. Très chers téléspectateurs, apprêtez vos oreilles. Recevez tout de suite notre humoriste maison. J'en pense beaucoup. Le thème du jour, selon Dr Philo.
beaucoup. Et tout à l'heure, Marie-Paul me faisait pitié quand on fredonnait la chanson. En fait, c'est pas de son époque, donc ça faisait un peu... Non, mais je connais. Hein? Elle a suivi le Non, mais ça faisait pitié, quoi. Non, elle a suivi le rythme. C'est pour nous, ça. C'est la jeune génération. Aucune allusion. C'est la vraie jeune génération qui est là. C'est la dadou, là. Mais c'est une belle époque. Franchement, moi, j'ai vécu cette époque-là. J'ai dit heureusement que ce thème-là, heureusement que moi, j'ai vécu. Si j'avais pas vécu cette époque-là, comment j'allais faire la chronique? C'est pourquoi il faut vivre aussi les époques. Franchement, j'ai vécu cela et c'était la belle époque, au fait. Vous avez révolutionné la danse au féminin. Vous avez conjugué parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ensemble artistique des femmes en train de danser ou tout ça. Il n'y en avait pas. Voilà, et vous avez révolutionné cela et on a dansé. C'était les trois go. Voilà, Maté, Nyama et Sango. Voilà, j'ai bonne mémoire. Et c'était l'effervescence. C'était franchement. On parle de souvenirs là. Est-ce que vous voyez le regard de Philo? Il regarde vers le haut. Et c'était l'effervescence. C'était. Vous voyez un peu. Et puis ils avaient du coffre, ils avaient du souffle. Parce qu'elles dansaient en même temps, elles chantaient. Donc elles font ça. Parfois, je me dis, mais cette femme dame là, souvent même, j'ai vu une fois, c'était de la magie ou quoi? Elle danse quand elle balance sa tête comme ça tombe sur la tête des Sango et pour l'autre aussi de suite. Et c'était, franchement, moi ça m'a marqué et je vais dire que... Permettez-moi de vous arrêter un tout petit peu. Pourquoi tant de haine? Non, c'est quoi cette robe sur votre tenue? Bon, Vous faites du mal en fait. On est obligé de subir ça. Vous faites du mal. En fait, je sais même pas quoi porter matin là. Et pour cela, mes propos, je dirais que c'est une, franchement, on vous voit plus ensemble, c'est une symphonie inachevée. Parce que moi, on a vu votre côté bas. Mais j'aurais peut-être aimé voir votre côté haut. Mais si le bas là a donné comme ça, c'est que le haut là même, ça allait tuer. Mais franchement. En fait, le bas veut dire grand. Voilà, d'accord. Moi, j'ai pris côté bas. Non, côté bas. Côté bas. Ouais. Voilà. Traduction littérale? En fait, le côté bas est emprunté au Mali. D'accord. Bon, côté bas. Sinon, en bamana, c'est côté. Côté qui veut dire escargot. Bas, grand. Ah. Parce que c'est une forme de théâtre qui était déjà pratiquée au Mali, qu'a vu Feu Suleiman Koli. Et il a vraiment voulu développer cette forme de théâtre-là, ici, parce que là-bas, il le jouait en bamana. Donc, tout le monde ne comprenait pas forcément ce que les gens disaient. Il a repris cette forme de théâtre-là ici en Côte d'Ivoire. Donc, côté bas. Parce que les pièces se déroulaient en forme de spirale. Tout petit et voilà. On est très impatients de découvrir votre belle histoire, Maté. Merci, Caroline. Mais permettez-moi d'aller poser une question dans la rue avec bien sûr l'aide de Paterne Assémian. Quel souvenir avez-vous de l'ensemble Côté Bas? C'est parti. Chris Paterne Assémian, c'est votre opinion. Je crois qu'elles sont trois charmantes dames qui chantent ensemble. Ces dames avaient un charisme, elles avaient un courage. Et à l'époque, à la RTI, lorsqu'elles chantaient comme ça, nous, on interprétait un peu leur manière de chanter. Je les trouvais très belles, très charmantes. Et voilà, c'était des filles qui souriaient beaucoup. Elles avaient toujours le sourire aux lèvres. Ce sont les artistes chanteuses. Et puis elles dansent, tout ça, ça me plaît bien. Elles font des bons boulots. Je pense bien que l'ensemble Côté Bas, c'était une musique tradie, moderne, je pense bien. Une musique tradie moderne inspirée du tiroir. Je me rappelle bien, il y avait des tam-tams, des balafons et tout ce qu'il y a à côté. Et si j'ai bonne mémoire, je pense que ça serait Suleiman Koli, les responsables. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi pour entamer les discussions, les échanges avec notre invité. Alors, Maté Keïta, je le rappelle, vous n'avez pas eu la chance d'aller à l'école à cause du divorce, de la séparation des parents. Ouais. Et cependant, vous saviez au fond de vous ce à quoi vous étiez prédestiné. Oui. À 13 ans et demi, il y a un déclic. Oui. À 13 ans et demi, je vois Côté Bas à la télé, parce que tout est parti du Côté Bas. Je vois Côté Bas à la télé et je dis à ma mère, je veux faire partie de cette compagnie. Comme ça? Comme ça. Elle me fait, hé, ma fille, toi, tu n'es pas allée à l'école. Tu vois comment les gens là parlent gros français, là? Je dis, je ne sais pas, mais j'ai envie d'y être. Et voilà, je croise un ami. Qu'est-ce qui vous passionnait?
En fait, la manière de parler le français, ce n'était pas le français que je voyais sur TF1 et autres, c'était notre français. Je me dis, ça, je peux essayer. Et j'avais vraiment envie. Mais votre maman l'a tout de même qualifié de grand français, pourtant, parce qu'elle savait que sa fille n'était pas allée à l'école. C'était pas évident qu'elle fasse du théâtre avec son niveau de langue. Tout à fait, tout à fait. Mais la volonté étant, j'ai dit, moi, je ne savais pas comment, mais bon, j'y croyais. J'y croyais. Et comme la foi produit toujours... Des résultats. Oui, des résultats positifs. Dans mon cas, en tout cas. J'étais dans une compagnie privée qui était gérée par Feu Mamadou Kondé. Ça s'appelait le Triba Babo, je crois, si j'ai bonne mémoire, à Vridi. Et il y a un des membres de Koteba qui vient apprendre à jouer à la kora. D'accord. Donc, passionné de musique, je venais chaque fois m'asseoir à côté du monsieur. Et un jour, il me dit, je vois bien que tu aimes la musique, tu ne veux pas chanter? Je dis, mais je chante déjà dans ce groupe. En tout cas, je me débrouille. Mais j'aimerais faire partie d'un groupe que j'ai vu à la télé. Il fait, ah bon? Je dis, oui. Le groupe s'appelle comment? Je dis, Koteba. Il dit, mais je suis un membre de Koteba. Oh là là. J'ai dit, non, c'est pas vrai. La providence. J'ai dit, est-ce que je peux intégrer le groupe? Il me fait, oui, c'est possible. On rentre de tournée, on était en fin d'année, on rentre de tournée. Donc, le 2 janvier, nous allons reprendre les répétitions. C'est en 1981. Nous allons reprendre nos activités. Et à l'occasion même, il y aura une audition. Donc, tu peux venir. Viens toujours essayer. Donc, j'y vais. Mais ce n'était pas évident. Parce que j'ai trouvé des jeunes de mon âge, plus âgés, moins âgés de mon âge, très à l'aise, parlant le français, aller, venir. Et je me dis, ça va chauffer. Ça va chauffer. Donc, timidement, parce que ayant vécu une enfance difficile, j'étais très, très rétrovertie. Ah, très rétrovertie. Très introvertie. Donc, je vais quand même passer mon audition. J'ai chanté et j'ai dansé. Puis bon, paix à son âme, le vieux était là, il me regardait. Pas d'émotion, rien. Et puis bon, je pars. Donc, je rentre à la maison toute triste. Ma mère me dit, ça s'est pas bien passé. J'ai dit, ah non, parce que le monsieur, il n'a pas réagi. Et une semaine après, on m'appelle pour me dire que j'ai été retenue. Waouh! Bravo! C'était comme si je venais d'avoir mon bac. Alors, après donc le test, après l'audition, on vous soumet à quoi exactement? Est-ce que tout de suite vous intégrez le groupe ou on dit allez, vous allez faire du théâtre, vous allez faire de la danse ou je ne sais pas? Vous commencez par quoi? On intègre, mais il y a une formation, mais très, 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 très rude. Wow. Que ce soit danse, théâtre ou chant. Moi, j'ai commencé par la danse et le chant, mais ce n'était pas parce que le vieux, il était Quand vous dites le vieux, vous faites allusion à Souleymane Coly. À Souleymane Coly. Il était exigeant, très, 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 très mal. Alors là, ce n'était pas évident parce que c'était pendant 5 minutes, il avait son chrono et vous êtes là. Le tam-tam bat et tu dois danser sans arrêt. Quand tu baisses d'intensité, on remet le chrono à 0. Donc, c'est à cette formation-là que nous venons. Et le chant, c'était pareil. Il n'était pas musicien, il n'était pas chanteur, mais c'est quelqu'un qui avait l'oreille, mais... Ah non, c'est... Donc, ça a été d'abord le théâtre et la danse. Et après, bon, le texte. Là, c'était là qu'il y avait problème. Justement. Parce que là, on nous distribuait. On me donnait mes textes comme tout le monde. Mais le vieux ayant vu, que j'étais analphabète et que j'avais la volonté, il m'a acheté un dictaphone. Je n'ai pas demandé. Il m'a acheté un dictaphone. Donc, mes aînés qui étaient là, qui avaient le nouveau bac ou à BPC, lisaient mes textes, je les enregistrais et j'allais les bosser à la maison. Donc, c'est comme ça que je bossais mes textes. Et dans la mise en scène, il y a des mots que je ne prononçais pas, je mettais les là où il faut dire le et machin. Donc, il me corrigeait au fur et à mesure. Et dans mon jeu, et comme c'était un psychologue, il avait dessiné en vous le talent d'actrice, en fait. Tout à fait, tout à fait. Il savait les rôles qu'il fallait me donner. Et il sentait que j'avais à dire, j'avais beaucoup à dire. Et que c'était à travers la danse, le texte ou le chant que je pouvais extérioriser ce que j'avais enfui, ce qui était enfui en moi.
Donc là, j'allais à fond la caisse. Et il ne s'est pas limité à vous remettre un dictaphone pour enregistrer parce qu'il va vous faire suivre par quelqu'un. Tout à fait. Vous allez avoir une formation en bonne et due forme. Tout à fait. Ayant vu que vraiment j'avais envie vraiment d'apprendre, de savoir lire et écrire, il m'a pris un répétiteur. Et je n'étais pas la seule. Tous les autres jeunes qui étaient là, qui étaient analphabètes comme moi, prenaient des cours d'alphabétisation. Et c'est comme ça que j'ai appris à lire et à écrire. Alors c'est vrai, il y avait beaucoup de travail. Il y avait de la rigueur, mais quelle est l'ambiance qui prévalait au sein de ce groupe, de cet ensemble? Les débuts étaient vraiment... Bon, après, quand on est devenu beaucoup plus adulte, on faisait attention à certaines choses, mais moi, j'étais très garçon raté. Donc, paix à son âme, les Gondo Pierre étaient encore dans le groupe. Donc, je m'entendais très bien avec celui-là. Et quand on allait en tournée, on nous logeait dans les dortoirs, dans le dortoir des filles et le dortoir des garçons. Et c'est lui qui s'occupait de loger les artistes. Alors, quand il finissait, il allait s'arrêter devant le dortoir des filles et puis il disait « Les filles, venez, c'est ici que nous sommes logés. » Donc, venez, c'est ici que nous sommes logés. Je me rappelle encore quand on allait prendre nos douches, on lavait nos dessous, on les accrochait et tout. Gondo attendait, quand on sort de la chambre, il prend nos dessous, il les porte comme chapeau. Non. On le croise dans les allées. Non, c'était... À n'importe quel heure, on pouvait se lever. Il y a un ballet qui n'était pas au point quand on répétait. Donc, on les travaillait. Ou un chant. Ou, ah, écoute, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu en penses? Tu donnes le thème et puis l'autre développe. C'était vraiment un travail d'équipe. L'ambiance était très bonne. Ouais. Et avec le maître qui était derrière, qui suivait et qui était très rigoureux. Alors, souvenir positif qu'on pourrait qualifier d'indélébile, de marquant, que vous n'oublierez jamais de toute votre carrière. Imaginez une jeune Africaine qui débarque à Atlanta, donc aux États-Unis. Donc on est parti avec l'opéra mandingue qu'on avait créé à l'époque. On va jouer dans une salle qui fait quoi, 2-3 fois ça. Et le rideau s'ouvre, on donne Waramba. Donc Waramba qui parlait un peu de la vie de Sundiata, mais voilà, traité sous une autre forme. On finit. Donc je vois le standing ovation. Les gens applaudissent, n'arrêtent plus. Moi, Et après, on finit, on rentre dans les coulisses. Je vois des Afro-Américains. Alors, Mathé, vous savez ce qu'on va faire? Là, on est dans le cinéma, on est dans le théâtre. On va essayer de faire un peu de suspense. Un tout petit peu quand même. D'accord. Ouais, ça va tenir les téléspectateurs en haleine. Ne bougez pas. Restez là où vous êtes si vous voulez connaître la suite de cette histoire. On part pour la pub. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi, toujours avec notre invitée Mahaté Thérèse, enfin Mahaté Keïta, n'est-ce pas? Mahaté Keïta, transfuge du mythique ensemble Côté Bas, qui nous relate donc son parcours à travers des souvenirs, de très beaux souvenirs, des souvenirs douloureux. On y reviendra. Mais avant, on est à Atlanta. Avant la pub, on était à Atlanta, dans une salle pas du tout négligeable. Non, du tout. Du tout. Donc, on finit le spectacle. Dans les loges, je vois les gens qui rentrent, des Afro-Américains, plus précisément, qui viennent nous essuyer les pieds avec leur écharpe. Ah! Mon Dieu! Parce que ma mère est chrétienne, donc étant musulmane, je lis la Bible. J'ai dit, mais ça, c'est pas l'histoire de Jésus, là, ça. Mais qui suis-je, moi? Et je n'étais pas la seule, hein, tout le monde, quoi. Mais, et pleurant. Parce que c'est vrai, les textes étaient dits en français et en bamana, mais sur les extrémités de la scène, les écrans la translation, la traduction. Ils comprenaient tout ce qu'on disait. Waouh! Ah, ça, je n'oublierai jamais. Ça vous a marqué? Oui. Et ça symbolisait quoi pour vous? Ah, du coup, je me disais, écoute, je ne fais pas que chanter, danser.
mais je suis porteur d'un message, d'une histoire. Et à partir de là, si je peux le dire ainsi, je me suis prise en considération. Et j'ai commencé à prendre à bras le corps le travail que je fais. Et je comprenais mieux tout ce que le vieux nous disait, parce qu'il nous disait tout le temps, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes en train d'éduquer votre avenir. Vous êtes en train d'éduquer le présent et l'avenir. Bon. Mais quand toi-même tu es acteur ou actrice de ce type de pièce, tu comprends mieux. Waramba, c'était quelque chose. J'ai toujours rêvé voir Waramba au cinéma. Encore ému. Oui. Et je pense que ce n'est pas tard, hein, avec cette histoire riche. Oui. Et ça nous aurait interpellé sur beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Cette pièce, on l'a créée en 2000. On a tourné avec aux États-Unis en 2000. On a fait 14 dates. Mais c'est encore d'actualité. Alors, ça peut encore nous soigner, si je peux dire ainsi. On a beaucoup parlé de lui. Il a fondé, dirigé cet ensemble Koteba d'une trentaine de personnes depuis 1974. Et voilà, c'était un metteur en scène, producteur, Souleymane Koné, Koli nous a quittés. Et ce que je veux que vous puissiez nous relater maintenant, c'est comment est-ce que vous avez vécu son décès, celui qui était un père pour vous. Wow, ça a été... C'était dur, parce que je n'ai pas vu venir. C'est vrai. Comme on dit, la mort n'a jamais téléphoné à qui que ce soit pour dire j'arrive, mais on était en pleine effervescence de la préparation des 40 ans de Koteba. Et on rêvait, parce qu'avec lui, c'était ça. On rêvait. Il y avait tellement de créations, tellement... On était en train de chercher... Et... il part comme ça, sans faire de bruit. Comme on dit à Djamé, ça vous a mal à taper. Hein. Oui, très mal. Très, très mal. Très mal. Parce que il était une sorte de carapace. Il ne me laissait pas entrevoir beaucoup de choses. Il me protégeait. Et c'est après son départ que je me suis retrouvée face à certaines réalités. J'ai fait waouh. C'est là que tu te rends compte de l'importance de la personne que tu avais. Là, j'ai vraiment plongé. J'ai plongé, mais en même temps, je suis ressortie de là forgée. Parce qu'il fallait beaucoup de travail spirituel pour sortir. Et qu'est devenue la compagnie après son départ? La compagnie n'existe pratiquement plus. Je dirais elle existe parce que chacun de nous porte Koteba en lui. Donc chacun a créé Koteba sous une autre appellation, mais c'est Koteba. Ça a été volontaire ou ça s'est imposé à vous? Parce que, je veux dire, quand on a par exemple un leader qui a autant de charisme qui part, il y a forcément un déséquilibre qui se crée. Est-ce que... Ça, c'est sûr. C'est sûr, il y a eu ce déséquilibre, mais en même temps, quand il nous donnait, il disait toujours, prenez et faites-en ce que vous voulez. Je n'ai pas envie que vous me copiez, mais j'ai envie que vous servez de ce que je vous donne pour créer quelque chose de nouveau. Donc, quelque part, c'est voulu. Et on a bien remarqué... Hein, me concernant, en tout cas. On a bien remarqué que chacune a évolué en carrière solo. Awa se retrouve aujourd'hui aux États-Unis. Vous vivez en Guinée. En Guinée. Et Nyama Kanté au Japon. Au Japon. Voilà. Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui, là, il était là, il serait fier de chacune d'entre vous? Oui. Oui. Pourquoi? Vous particulièrement, pourquoi il en serait fier? Parce que, pas que je fais à la lettre, mais je m'appuie encore sur ce qu'il me dit ou qu'il me disait. On vous comprend. Pour créer. C'est difficile de parler de lui au passé. C'est clair. Il me disait pour créer
pour être ce que je suis aujourd'hui, parce que je suis tout ce que je suis, c'est Souleymane Coly. Il m'a éduquée. Ma mère, je l'adore, j'ai beaucoup de respect pour elle. C'est ensemble qu'ils ont fait ce travail. Mais il a fait de moi la citoyenne que je suis aujourd'hui. Oui. Et pourrions-nous espérer que dans un futur proche, pourquoi pas, on vous retrouve toutes les trois sur une même scène? Pourquoi pas? Pour le grand bonheur des Ivoiriens. Des Ivoiriens et pour lui-même. Bien sûr. Et pour lui-même, bien sûr. Bien sûr. Et cette carrière... D'accord, juste avant. Cassandra, allez-y. Oui, alors moi, je voulais juste savoir, qu'est-ce qu'il aurait pensé de cette séparation de vous trois? Est-ce que ça allait arriver d'ailleurs? C'est le mariage. Ah, ok. C'est le mariage. Tu as entendu tout à l'heure, Nyama au Japon, Awa aux États-Unis, moi en Guinée. J'ai plaidé en tant qu'aînée. J'ai plaidé auprès de mes beaux, mais c'est pas passé. Vous savez ce qu'il aurait pensé? Oh, mes filles, elles aiment trop garçons. Mais ce sont ces prières qui ont porté fruit, alors il ne peut pas se plaindre. C'est clair, justement parce qu'il a su donner une bonne éducation à ses filles. Tout donc, à fait. Du coup... Il était tout le temps en communication avec... Évidemment, quand on faisait une bêtise à la maison, c'est lui qui nous corrigeait. Et quand on faisait une bêtise au côté bas, c'est les mamans qui nous corrigeaient à la maison. Donc, ils étaient très complices. En fait, il a fait un excellent travail avec nos parents dans la vie de chacune de nous, franchement. Et je voudrais savoir, selon vous, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait? Est-ce que vous avez un petit ressenti de quelque chose que vous avez peut-être voulu réaliser et finalement, vous n'avez pas eu la possibilité? Toutes les trois? Non, toute seule, pour l'instant. Ah non, j'ai... Tout c'est ça va, ouais, tout est accompli. Tout ce qui me reste maintenant, c'est d'avoir une école, parce que là, j'ai ma propre compagnie qui s'appelle Kawanye Fait, donc la continuité de ce que j'ai appris de mon père spirituel. Maintenant, c'est d'avoir une école, parce que c'était ça. Si lui, il ne nous avait pas transmis, nous, on ne serait pas là. Donc, c'est de notre devoir de transmettre. De savoir. Et qu'est-ce qui vous empêche d'avoir cette école? Ah, les moyens. Les moyens financiers. Oui, parce que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est une autoproduction. C'est ma propre structure qui produit. Oui. Comment se porte-t-elle et se comporte-t-elle? Ma structure? Oui. Mais bien. Lentement, mais sûrement. Oui. Lentement, mais sûrement. Et on est sûr d'une chose, c'est que si vous appliquez toutes les règles qu'on vous a enseignées, vous y arriverez. Vous arriverez au sommet, n'est-ce pas? N'est-ce pas, docteur? Et surtout vivement que vous puissiez quand même assurer cette relève-là, parce que depuis le départ de Souleymane Coly, avec la dislocation du groupe, de l'ensemble même côté bas, et puis en même temps les go du côté bas, donc franchement, vous devez franchement enseigner ce que vous avez appris auprès du maître à une personne clé dans le groupe. C'est très important. Parce que si Souleymane Coly, paix à son âme, avait quand même légué cela à quelqu'un, le groupe n'allait pas se disloquer, franchement. Voilà. C'est très important. Moi, aujourd'hui, ce que je fais là, mettre l'accent sur... Oui, la formation, une personne. Si je ne suis pas là aujourd'hui, c'est toi. Moi, j'ai commencé pour moi. Moi, ma fille a 4 ans. Tous mes conneries, elle fait à la maison. Mais même avec les réseaux sociaux, je pense qu'il y a possibilité de former quelques personnes qui sont intéressées petit à petit jusqu'à arriver à cette école que vous désirez ouvrir. Bien sûr. Là, je n'ai pas encore cette école en Guinée, mais au Mali, au Burkina, on m'appelle souvent pour aller donner des formations. Au Mali, j'ai donné 4 mois de formation de juin 2019 à octobre 2019. À des jeunes filles, donc un jeune qui a beaucoup côtoyé le vieux, et qui m'a appelé. Il m'a dit, j'ai aussi, moi aussi à mon niveau, envie de rendre hommage aux vieux. Donc j'ai envie de créer les Go de Bamako. Mais mon souhait, ce serait que ce soit toi leur formatrice. Il n'y a pas de souci. Donc pendant 4 mois, j'ai formé ces jeunes filles-là. Et la formation continue. Parce que nous, on n'a pas appris pendant 4 mois. Voilà. Donc là, on fait une pause et voilà. Comme moi aussi, j'ai mon programme de... Voilà. Du coup, c'est... Mais voilà, par exemple, au Burkina, pareil. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne véritablement de votre parcours, de votre témoignage? C'est vrai, l'essentiel a été dit, mais vous, à votre niveau, qu'est-ce qu'on devait retenir de Maté? C'est difficile. C'est difficile à dire. Ah, tout ce qu'on doit retenir de Maté, c'est qu'elle est...
passionné de son travail. Maté est... Mon souci aujourd'hui, comme je viens de le dire, c'est la transmission. Parce que je sais que je ne suis pas éternelle. La preuve en est que mon mentor n'est plus. Vous avez une compagnie, il y a combien de personnes autour de vous dans cette compagnie? 10. 10 personnes. Le groupe musical, 5 musiciens et 5 danseurs. Et un chorégraphe avec moi. Et quand vous parlez de transmission, c'est quoi? C'est de façon verbale ou bien physiquement? De façon... Physiquement. Donc vous pouvez toujours faire les pas que vous avez fait à l'époque? Si. Ah bon? Malgré là? Il ne faut pas se fier à l'apparence. Comme un amour là, sinon vous voulez lui dire de ce qu'elle Allez, je ne fais rien ici aujourd'hui. Elle dit, je ne fais rien ici. Voilà, en tout cas, moi, ce que je pourrais retenir déjà au début de votre témoignage, lorsque vous avez su que vous aviez de la passion pour la musique, vous n'êtes pas resté dans votre coin. Non, des fois, on pense que la chance vient nous trouver à la maison. C'est-à-dire que vous avez osé faire le premier pas. Vous êtes allé là où il y avait ce que vous recherchiez. Et c'est là que vous faites une belle rencontre. Une rencontre qui vous permet donc d'accéder à la compagnie dont vous rêviez. Oui. Et vous êtes là-bas. Vous ne vous laissez pas décourager. Non. Et vous n'aviez pas peur de votre manque d'instruction. C'est-à-dire que vous n'étiez pas une personne instruite, vous étiez analphabète, mais vous n'avez pas eu peur de commencer là où il fallait commencer. Vous avez rencontré, on va dire, des personnes qui avaient une certaine aisance langagière, qui savaient s'exprimer, qui étaient déjà rodées pour le métier, mais vous ne vous êtes pas laissé décourager. Vous avez foncé et résultat, je pense que vous êtes peut-être, on va dire, le porte-flambeau de l'ensemble côté bas. Parce que quand on parle de l'ensemble côté bas, on voit beaucoup plus les 3 go du côté bas. Tout à fait. Vous avez réussi à pérenniser et vous êtes resté, malgré toutes ces années d'absence, vous êtes resté encore dans les souvenirs, dans l'esprit des Ivoiriens. Et ça, c'est fort. Je pense que vous avez réussi un grand pas et nous vous encourageons tout simplement à plus de détermination et à la foi. En tout cas, merci pour ce joli témoignage. Merci beaucoup. On sait tous l'importance des arts et de la culture dans notre société. Et merci encore d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Et voilà, la première partie de cette émission est terminée. Je rappelle que nous étions en compagnie de Mahaté Keïta, qui est donc transfuge, je le rappelle, du groupe Les Go du côté bas. On va partir pour la pub et puis juste après, la maman de Paulus Agathon et le docteur Philo sera avec nous pour répondre à vos différentes questions relatives au Covid-19. À tout de suite. Et voilà, on est sur le plateau de ce midi, c'est la dernière ligne droite. Et j'ai envie de dire, on a reçu Awa, Awa Sango sur le plateau, on a reçu Maté et il reste Nyaman Kanté qui est au Japon. Donc on l'attend. Et voilà, Docteur Linda est là, hein, Docteur Linda Kaboré qui nous rejoint, toujours élégante. Paulus s'est aussi installé, non. J'ai une amie que j'ai rencontrée la dernière fois et elle a dit, tu sais, Docteur Kaboré, la dernière fois quand elle a retiré son masque, ma maman a dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Docteur Kaboré, bienvenue sur notre plateau. Et voilà, Paulus Agathon. Pardon? On est à Venise. À Venise, d'accord. Pour le bal masqué, pour au carnaval de Boaké. N'est-ce pas? C'est juste pour un temps. Paulus Agathon. Oui, Madame Da Silva. Bienvenue. Alors, en termes de statistiques, il faut dire qu'on a eu une montée vertigineuse du nombre de cas positifs enregistrés en une journée, puisque hier, on a enregistré 127 nouveaux cas positifs de Covid-19, ce qui porte désormais à 1857 le nombre total de cas enregistrés sur le territoire ivoirien. Donc, on a en ce moment 1016 personnes en traitement. C'est alarmant. 127 cas en une journée. Ouais. D'accord. Je vous laisse. Je peux me permettre. Oui, docteur. Les 127 cas sont dus au fait qu'il y a de plus en plus de dépistage, donc des gens même sans symptômes. Et c'est ce qui crée les débordements qu'il y a au centre de dépistage. Il faut savoir que dans un premier temps, ces centres de dépistage sont d'abord pour ceux qui présentent les symptômes. Or là, tout le monde y va, c'est vraiment magnifique,
mais la priorité est donnée à ceux qui présentent les symptômes. Mais la question reviendra toujours, puisqu'il y a des puisqu'il personnes y a des asymptomatiques. Et puis nous, sur le plateau, on encourage quand même les gens à aller se faire dépister. Non, c'est ce que je dis. C'est magnifique parce que tout le monde y va pour se protéger. Et l'organisation sera meilleure de jour en jour. C'est le début, parce qu'au début, on a dit que c'était que pour les gens qui avaient des symptômes. Mais sincèrement, c'est magnifique de voir que tout le monde a envie de se préserver et protéger l'autre. Alors, est-ce que ça ne fait pas peur? Parce que là, si on doit aller se faire dépister, les centres sont ouverts, et puis plus on va, plus les cas augmentent. Non. On s'est dit, ah, on s'en va, plus ça a augmenté. Donc, on a qu'à rester à la maison, là, ça n'a pas augmenté. C'est tout à fait le contraire qu'il faut faire. Ok. Plus les gens vont se dépister, plus ils pourront comprendre qu'eux, ils doivent prendre des mesures barrières. Et moins ils vont contaminer. Vous avez vu qu'au Ghana, il a été dit qu'une personne qui est allée travailler le jour du déconfinement, qui était positif, il a contaminé 533 collègues. Et quand on sait qu'une personne en contamine 3 ou 5, le chiffre que le Ghana a aujourd'hui, c'est ça. Donc, savoir qu'on est positif et tout de suite bloquer distanciation sociale, même à la maison, ça évite que tu contamines déjà tes proches. Et il fallait s'y attendre. On fait des tests massifs en ce moment et c'est normal que ça augmente. Mais ça prévient au moins qu'il y aura moins de contamination. Plus il y aura de tests, moins il y aura de contamination. Ça va monter. Mais il y a un moment où ça va baisser. Oui, Marie-Paul. Moi, je pense que le fait qu'on vous reçoive sur ce plateau, c'est quelque chose de très bien. Parce que pour mon analyse personnelle, j'ai l'impression que ces quelques jours, on a l'impression que les gens ont un petit peu oublié cette histoire. Voilà, justement, tu vois, de plus en plus de personnes dehors, pas protégées et tout ça. Et donc, c'est l'occasion de rappeler que le corona est toujours d'actualité et qu'il faut faire très attention. C'est une réalité, hein, docteur. C'est une réalité. Regardez, le temps même que je mets pour venir ici n'est plus le même. C'est cela. Parce qu'il y a de plus en plus de voitures. C'est tout à fait ça. Il y a du monde partout, dans les marchés, dans les magasins. Et les gens ont l'impression que comme on a relâché l'intérieur du pays, eux aussi, ils sont relâchés. Attention, l'isolement de la ville d'Abidjan ne veut pas dire que le déconfinement, enfin, la suspension des mesures à l'intérieur du pays signifie qu'à Abidjan aussi, il y a eu suspension de mesures. Je pense que ça va être encore rappelé. Abidjan a les mêmes mesures qu'il y a 10 jours. C'est bon? Oui, alors, oui. J'aimerais qu'on Parce revienne... que rassemblement de 200 personnes à l'intérieur du pays, on a l'impression qu'Abidjan aussi, c'est rassemblement de 200 personnes. Justement, il faut beaucoup de communication à ce niveau. C'est pourquoi je vais demander à Paulus de revenir sur quelques points de ces mesures-là. Les mesures d'assouplissement face au Covid. Alors, qu'est-ce qui a été décidé exactement pour Abidjan? Le couvre-feu. D'accord. Déjà, il faut dire que je n'ai pas tous les détails présentement devant moi, mais en ce qui concerne le couvre-feu, on va dire que c'est la mesure majeure qui a été réaménagée, puisqu'on est passé de 21h à 23h. À 4h du matin. C'est de 23h à 4h. On est passé initialement de 21h à 5h du matin. Désormais, de 23h à 4h du matin. Est-ce qu'il y avait, docteur, une raison spécifique à cela? Je veux dire, pourquoi on décide, pendant qu'on est en train d'atteindre un certain nombre de cas, on décide de passer de 21h à 5h, de 23h à 4h du matin? Alors, beaucoup de personnes posent ces questions, mais il faut savoir qu'on a aussi le transport de nos marchandises. Donc, les camions déjà étant interdits de circuler de telle heure à la journée, ils décollent à 18h à la queue leu-leu. Donc, pour permettre que certainement le commerce, parce qu'on a nos traites, on a tout ça, le port qui doit être alimenté, les magasins qui doivent être alimentés, il y a un problème si tu fermes complètement à partir de 21h. Et 4h du matin permet aux camions aussi
de repartir avant qu'on ne ferme la voie. Et docteur, est-ce que, selon vous, à long terme, on pourrait peut-être avoir un confinement total, en fait, vu comment ça évolue? Alors, le problème, c'est que ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal qu'on ait un confinement total pendant au moins 1 ou 2 semaines. Là, ça va s'arrêter. Mais soyons réalistes. Nos réalités du pays ne nous le permettent pas. Déjà, là, il y a la baisse du taux de croissance. Ça va être une catastrophe économique. Tout à fait. En plus de Corona, déjà, c'est une catastrophe au niveau sanitaire puisque les gens ne vont plus se soigner et les autres maladies commencent à apparaître. Là, on aura aussi une catastrophe économique. Maintenant, c'est à chacun de nous d'être responsable, de penser que s'il ne fait pas attention, non seulement ça sera une catastrophe sanitaire, mais ça sera aussi une catastrophe économique. Parce qu'il y a un moment, si ça explose, on va nous enfermer. Alors, on a autorisé les commerces à réouvrir à condition qu'ils respectent les mesures barrières. Mais il ne faut vraiment pas baisser la garde. Hein. Il ne faut pas baisser la garde. Il faut qu'on insiste sur cette période de sensibilisation et informer aussi qu'on va peut-être passer de la sensibilisation à la répression parce que c'est le processus normal. Voilà, il faut que tout le monde soit informé. Ça a commencé déjà la répression, mais il faut savoir qu'Abidjan est très grand. Et déjà, les boulangeries, je suis passée, ça commence à aller un petit peu, parce que tout le monde va acheter son pain, etc. Mais c'est à chacun de nous d'être responsable. Le gouvernement, il va faire beaucoup de choses, mais si chacun, c'est comme l'éducation des enfants, hein, ça commence à la maison. Donc ça commence déjà à la maison. S'il faut compter que tout doit être pris en charge par le gouvernement, t'apprendre que c'est 1 mètre, alors que ça fait 2 mois qu'on te répète que c'est 1 mètre et tout, on est des adultes, nous sommes des adultes et responsables. Alors Marie-Paul, en complément de ce que disait Dr Linda Kabori, il faut dire par exemple que le Ghana avait entrepris une mesure de confinement et il y a eu un allègement d'1 à 2 semaines et on s'est rendu compte que l'ensemble des mesures n'étaient pas respectées. Il y a eu de nouveau le confinement en essayant de laisser ouverts les commerces, on va dire, prépondérants, notamment ceux qui concernent la nourriture. Et voilà. Mais le truc, c'est que c'est psychologique. Imagine, on est par exemple à 23 cas, 100 cas, 200 cas, et il y a certaines mesures qui sont prises par rapport à ces chiffres-là, et qu'à un certain moment, on nous dise non, on relâche un peu, on a constaté voilà, que peut-être la marchandise ne circule pas, que les vivres, qu'il y a des blocages à certains niveaux. Donc, on passe à un autre niveau et on essaie d'assouplir. Donc, psychologiquement, l'individu se dit « Ah, mais s'il y a ces mesures-là qui sont prises, c'est que la maladie a peut-être baissé ou le virus n'est plus aussi actif qu'auparavant. » Je pense que peut-être que ça va aller dans l'autre sens. Moi, je pense que le Nigeria, par exemple, où ils sont 200 millions hein, d'habitants, eux, ils ont fait un confinement, mais avec ouverture 2 fois par semaine. Les mercredis et les samedis, tout le monde sort. De 10h à 14h. Et puis c'est fini. Vous serez là demain? Oui. D'accord. Avec plaisir, on vous recevra. On poursuivra donc demain. Paulus, merci. Merci à toute l'équipe, merci à Dr Philo, merci à toute l'équipe technique, à la réalisatrice. Eh bien, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Metch Samuel, journaliste émérite sportif ici sur RTI 1. Et puis, nous avons aussi Anassé Florent, qui est donc technicien audio ici à la RTI. Et puis j'embrasse très fort Madame Dekao hier, c'était son anniversaire. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, respectons les mesures barrières, respectons toutes les règles d'hygiène. Il y va de notre vie. Nous cherchons tous à manger, mais si nous ne sommes pas là, plus de nourriture. L'émission est terminée. On se retrouve demain pour un autre numéro. Bye bye.